pour cette deuxième intervention de cette matinée. Nous avons également le plaisir d'accueillir Daria Rostirola, qui est psychologue clinicienne et docteur en anthropologie. Daria, vous avez travaillé sur les expériences de discrimination dans le contexte d'intervention clinique auprès des personnes exilées et sur les enjeux du recours à l'interprétariat dans ce cadre. Vous êtes également intervenue comme formatrice dans le champ de la santé mentale auprès des interprètes d'ISM Interprétariat et vous avez mené avec Stéphanie Larchancher une recherche-action sur le thème de l'interprétariat en santé mentale qui, cette recherche-action, elle a émergé de l'expérience du centre Françoise Minkowska et du constat de l'importance de la problématique linguistique dans les obstacles à la prise en charge des patients exilés. Donc, je vous laisse la parole pour 40 minutes d'intervention, pour nous présenter peut-être rapidement quand même le centre Françoise Minkowska et son approche particulière, en ce sens qu'il promeut la compétence culturelle dans les pratiques cliniques et sociales, venir nous expliquer les raisons de cette recherche-action et pourquoi avoir fait le choix de cette méthodologie de la recherche-action associée au dessin humoristique ainsi que les constats, les résultats issus de ce travail d'enquête qui avait aussi pour objectif de faire évoluer les pratiques de recours à l'interprétariat, les pratiques de terrain par les professionnels. Donc, merci beaucoup Daria Rostirola. Je vous laisse donc la parole. Merci à vous, Aude, et bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir beaucoup de têtes que je reconnais, avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler pendant ces années. Et donc, pour ma présentation, je vais partager tout d'abord mon écran. Je vous remercie de me dire si vous voyez bien. Oui, cela Euh, fonctionne. C'est bon. Vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Oui, en voilà. Très bien, d'accord. Donc, comme Aude l'a très bien déjà expliqué, je vais vous présenter aujourd'hui une recherche-action que j'ai menée ensemble avec Stéphanie Larchancher. On était les deux les porteuses du projet, qui est une recherche-action portant sur l'interprétariat en santé mentale. Donc, une question cruciale pour l'accès aux soins des personnes migrantes et exilées. Et Recherche Action qui, comme toute Recherche Action, visait à créer bien évidemment du savoir, mais surtout à transformer, à faire évoluer concrètement les pratiques du terrain. Et donc, au cours de cette présentation, je m'appuierai sur une série de dessins parfois humoristiques que nous avons réalisés pour un article qui est paru dans la revue Anthropologie et Santé, mais qui surtout nous ont aidé à porter ce qu'on appelle en anthropologie un regard réflexif sur la recherche, donc sur notre expérience de terrain, tout en utilisant l'humour comme moyen créatif, même pour repenser les enjeux principaux et les points critiques qui ont émergé de notre recherche. Donc, pour contextualiser le pourquoi de cette recherche, quels sont voilà, les principaux enjeux de l'interprétariat en santé mentale aujourd'hui? Nous savons que les barrières linguistiques constituent l'un des facteurs les plus critiques dans les disparités de santé. Et pour des personnes migrantes et exilées, les barrières linguistiques constituent un facteur de fragilisation majeure sur la santé mentale pour différentes raisons. On peut considérer comme les barrières linguistiques peuvent aggraver les traumatismes liés à l'exil en empêchant leur élaboration. Elles vont sûrement compliquer significativement l'accès aux soins. Elles provoquent souvent ce qu'on appelle une errance médicale entre différentes institutions qui peinent à comprendre et à répondre aux besoins exprimés, et elles peuvent notamment générer des malentendus linguistiques et culturels qui
sinon décodée, et risque d'entraver la construction d'une alliance thérapeutique euh, efficace. Donc, pour des personnes avec, dans le travail clinique et psychosocial avec des personnes migrantes et réfugiées, l'impossibilité de dire et de comprendre constitue un facteur de souffrance majeure qui s'ajoute souvent à une, disons, stratification d'expériences multiples du passé comme du présent. D'autant plus en France, hein, où on utilise tous ces acronymes qui restent souvent implicites, hein, et non clarifiés, dans lequel se débrouiller, ce n'est pas du tout une tâche évidente, hein. Alors, vous voyez, CADA, OFPRA, UDA, CMU, AME, CNDA, PAS, CAF, DPHRS, ASE, PMI, CMP, CMPP, voilà, la liste peut continuer. Donc, pour écouter dialoguer et penser dans la clinique transculturelle, faire appel aujourd'hui à des interprètes professionnels, ça semble une évidence. Et je ne m'attarderai pas sur toute la littérature scientifique sur laquelle aujourd'hui on peut compter, qu'on vous enverra sûrement à la fin de cette journée. Mais ce qui est euh, important de constater, hein, c'est que malgré les avantages évidents du recours à l'interprétariat en santé mentale, et dans beaucoup de structures de soins, hein, encore aujourd'hui, le recours à l'interprétariat présente de nombreuses résistances. Alors, les principales résistances concernent, voilà, ce qu'on peut qualifier comme la peur de la perte du contrôle sur l'entretien clinique. Donc, beaucoup de professionnels craignent de ne plus pouvoir diriger l'entretien clinique comme ils le souhaitent, redoutant que les échanges leur échappent quand justement ils doivent nécessairement se passer à travers la traduction. Il y a, pour reprendre quelques points émergés pendant la discussion, il y a la question de la confiance qui émerge. Donc, on voit qu'il y a une inquiétude qui persiste sur la façon dont les propos sont traduits de la part des professionnels, avec la crainte que des éléments importants soient omis ou déformés lors de la traduction. Beaucoup de professionnels euh, pointe le risque que l'interprète ne reste pas impartiel. Alors, il y a toute la question de la neutralité, hein. Euh, donc, les soignants s'interrogent hein, sur la capacité de l'interprète à rester impartiel et craignent des alliances, disons, implicites. Ce qui émerge de manière plutôt évidente, c'est le sentiment d'exclusion que les professionnels peuvent vivre quand l'échange s'établit entre les patients et les interprètes. Les professionnels peuvent se sentir mis à l'écart lorsque patient et interprète échangent directement dans une langue qu'ils ne comprennent pas, créant un sentiment désagréable hein, d'être temporairement exclu hein, de la relation. Et dernier point, tous les enjeux relatifs à la transformation d'une relation qui a été duelle en relation dite au moins triangulaire. Donc, l'introduction d'un tiers qui va modifier la dynamique, disons, traditionnelle de la relation thérapeutique habituelle, bousculant le repère habituel du cadre clinique. Et faut dire aussi que beaucoup de professionnels pointent la manque de formation de la part de l'interprète, hein. Et cette critique est une critique un peu récurrente que, à mon avis, et voilà, beaucoup de chercheurs ont le même avis, hein, souvent cache une difficulté
de la part des professionnels à adapter leur propre pratique en projetant sur l'interprète la responsabilité des difficultés rencontrées. Donc, vous comprenez que des conséquences, on a beaucoup de professionnels qui ne font pas recours à l'interprétariat et on retrouve voilà, plusieurs cas de figure, je ne sais pas si on peut les appeler postures, mais voilà, avec Stéphanie, on s'est amusé un peu. On avait identifié une posture dite la posture dinosaure, hein. Donc voilà, il s'agit de professionnels qui restent, disons, campés sur une position de refus presque catégorique, considérant que c'est aux patients de s'adapter, de changer, d'apprendre la langue et la connaissance du système. Et donc, c'est une posture qu'on peut comprendre. Hein. L'humour, ça nous sert à ça, ce n'est pas une critique, hein. Mais qu'on pourrait qualifier comme survivance d'une autre époque, hein, qui va nécessairement nier la compréhension et l'écoute des besoins spécifiques des populations migrantes et réfugiés. Une autre posture, toujours voilà, sous l'angle ironique qu'on avait identifié, c'est la posture bricoleur, hein. Donc, c'est le cas du professionnel qui tente de trouver des solutions de fortune. Alors, par exemple, Google Translate, mais voilà, on pourrait ajouter ChatGPT et tout ce qui va ensemble qui considère à nouveau donc que c'est plutôt aux patients de devoir s'adapter, d'apprendre la langue du CCD, pays d'accueil. Et disons que cette démarche témoigne d'une volonté de communication, hein. On comprend l'effort de la part des professionnels, mais elle reste quand même problématique, hein, car elle peut conduire à des contresens, particulièrement en santé mentale, où la précision du langage est vraiment cruciale. Et une autre voilà, posture qu'on avait essayé de décrire comme le baragouineur exotisant. Alors, c'est un peu ce professionnel voilà, qui privilégie l'usage un peu approximatif de quelques mots dans la langue du patient, avec parfois cette fascination un peu naïve pour cette langue étrangère qu'on ne comprend pas, mais dont on pourrait comprendre la musique. Comme certains le disent. Alors, bien que cette approche à nouveau témoigne une ouverture, un effort d'aller vers l'autre, elle reste bien évidemment insuffisante pour un véritable travail thérapeutique. Alors, vous voyez qu'un constat, je trouve que s'impose, hein. Les interprètes sont souvent désignés comme, disons, les maillons faibles du dispositif. On leur demande constamment de se former. Comme s'il n'était jamais suffisamment qualifié, mais je trouve qu'il devient souvent ce qu'on appelle les boucs émissaires des frustrations des professionnels de santé, notamment lorsqu'une thérapie n'aboutit pas ou qu'un patient en fait refuse le soin. Donc l'impuissance ressentie par les professionnels se transforme souvent en critique vers l'interprète. Donc, les questionnements qui ont construit la colonne vertébrale de notre recherche sont les suivants. Qu'en est-il des professionnels de santé? Hein. Comment pouvons-nous favoriser ces dialogues à trois et tout en accompagnant ces changements de paradigme? Et donc, comment améliorer la collaboration entre professionnels de santé mentale et interprètes pour une meilleure prise en charge des personnes migrantes et réfugiées. Alors, pour répondre à ces questions, on est parti de quelques constats de terrain. La recherche a été menée entre 2017 et 2019, donc elle est un peu datée, mais les enjeux, je trouve qu'elle reste vraiment actuelle. Et donc, à cette époque, Stéphanie Larchanché et moi, on travaillait dans une structure de soins, je dirais, excellente pour ce type de raisonnement et d'observation, qui est justement le centre Minkoska. Donc,
Le centre Minkowska voilà, vous trouverez même le site internet pour celles et ceux qui souhaitent voilà, approfondir cette connaissance, mais nous pouvons dire que c'est un CMP, donc un centre médico-psychologique basé actuellement dans le 20e arrondissement de Paris, qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes migrantes et réfugiées, tout en restant dans les droits communs. C'est aussi un centre qui n'est pas sectorisé et qui utilise le cadre de l'anthropologie médicale clinique comme cadre de référence, tout en favorisant ce qu'on appelle aujourd'hui la compétence culturelle, qui n'est pas du tout la compétence à comprendre la culture du patient de l'autre, mais c'est cette compétence à savoir négocier les représentations culturelles du professionnel et du patient, avoir une compétence pour travailler avec des interprètes professionnels et de cette manière-là, assurer un soin efficace et adapté à la demande des patients. Le centre Minkowska a fait un choix qui me semble important à souligner. Il y a un partenariat qui a été établi avec ISM et donc tous les professionnels qui travaillent au centre Minkowska sont formés à travailler avec les collègues professionnels de ISM, que ce soit en présentiel, par téléphone ou en visioconférence. Et donc, en tant que clinicienne, thérapeute et anthropologue, parce qu'il faut dire que Stéphanie et moi, nous avons cette double casquette. Moi, à la base, je suis psychologue clinicienne. Je me suis rapprochée à l'anthropologie médicale clinique grâce d'ailleurs aux travaux de Stéphanie. Et Stéphanie Larchanché est à la base anthropologue médicale et aujourd'hui, elle est aussi thérapeute. Donc, nous avons cette double casquette qui peut-être a aussi permis la construction de certains pensées et notamment de cette recherche. Donc, les deux, en tant que passionnés d'anthropologie, nous sommes partis de ce que nous avons de plus cher en tant qu'anthropologue et même en tant que psychologue, c'est-à-dire l'observation. Et donc, en observant dans notre lieu de travail ce qui s'est passé dans le quotidien, on a pu faire deux constats de terrain. Donc, en fait, on a vu que le demande de prise en charge des patients non francophones de la part des structures médico-sociales du territoire augmentait de plus en plus. Et deuxième observation du terrain, c'est que en analysant tous les envois, les orientations qu'on recevait, la motivation principale qui était à la base de ces orientations était toujours la barrière linguistique pour laquelle le professionnel demandait l'intervention d'un centre dit spécialisé. Alors, non seulement nous commencions à être débordés, il faut savoir que le centre Minkowska a toujours réussi à donner des réponses de soins qui étaient donc soit des prises en charge en interne, soit des prises en charge en externe, dans un maximum de délai de 3 semaines. C'est que, vous comprenez, est très avantageux et très efficace. Mais dans ces moments-là, on n'arrivait presque plus à assurer ce délai et on était face aussi à un paradoxe euh, qui est celle de considérer que d'une part, nous offrions un service attentif à la compétence culturelle et à la question linguistique. Mais cette spécialisation nous mettait même presque en porte-à-faux car toutes les structures de soins qui nous adressaient les patients le faisaient presque de manière automatique, implicite, comme si adresser au centre Minkowska les patients non francophones était devenu presque automatique. Alors, je me souviens voilà, de certaines orientations qu'on lisait avec Stéphanie où c'était juste noté euh, 34 ans, Mali non francophone ou d'autres orientations où c'était juste noté le pays de provenance et le diagnostic de troubles de stress post-traumatique. Alors, face à cette réflexion, on a fait l'hypothèse que la solution n'était pas
celle de augmenter notre capacité de prise en charge, mais de faire un travail, de mettre nos collègues professionnels de santé mentale des autres centres de soins, donc dans la possibilité de prendre eux-mêmes en charge toutes ces personnes qui venaient de nous adresser de plus en plus. Et donc, nous avons obtenu un financement de la Fondation de France pour 2 ans. La recherche a été menée en collaboration avec l'Université Laval au Québec et nous avons identifié des centres qu'on a choisis comme bénéficiaires de la recherche. Donc, nous avons fait référence à 5 centres médico-psychologiques, donc 3 CMP et oui, 3 CMP, donc 3 centres médico-psychologiques et 2 CMPP, donc 2 centres médico-psychopédagogiques de la région parisienne. Et nous avons fait cette sélection sur la base de 3 critères. Donc, nous avons recherché quels étaient les centres qui nous adressaient de plus en plus récemment des patients non francophones. L'autre critère, c'était que ces centres devaient être confrontés à l'accueil des patients en situation précaire et que aucun de ces centres-là avait jamais fait recours aux interprètes professionnels avant la recherche, même s'il y avait des prises en charge qui étaient faites avec des patients non francophones. Je me souviens notamment de cette prise en charge d'une famille qui avait plusieurs enfants atteints d'autisme qui ne parlaient pas, voilà, la langue d'accueil, dans ce cas-là, le français, et qui étaient pris en charge, par exemple, dans le CCMP de la banlieue parisienne depuis 6 ans. Donc, vous imaginez hein, une prise en charge de 6 ans sans interprète. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que grâce au financement de la recherche, chaque structure de soins a pu bénéficier de 2 suivis financés par la recherche, donc 2 suivis avec interprète. Et ces suivis avec interprète ont eu un rythme hein, d'une fois par mois sur une durée de 18 mois. Et pendant ces suivis de 18 mois, on a proposé hein, une formation très expérientielle à tous les professionnels de ces 5 structures de soins. Pour ce qui concerne la méthodologie, hein, donc on parle une recherche-action qui a eu une visée qualitative, hein, exploratoire, et avec un design, ceci dit, pré- et post-intervention, que très concrètement, cela signifie qu'il y a eu une première phase exploratoire suivie d'une formation qui a mis à disposition des outils théorico-pratiques et un suivi sur la durée à tous les participants, donc à tous les professionnels de ces 5 centres de soins, puis une deuxième phase après la formation de évaluation. Et donc, nous avons effectué des entretiens semi-structurés avant et après la formation. Il y a eu voilà, 18 entretiens entre professionnels de santé, interprètes et patients. Et dans la deuxième phase après la formation, on a mené toujours 12 entretiens qui comprenaient voilà, des professionnels de santé, des interprètes et des patients. La formation qui a été dispensée à mi-parcours a eu une forte diminution. Donc, elle comprenait 3 jours sur 3 semaines pour une durée de 18 heures au total. Et nous avons permis aux professionnels de faire des mises en pratique, des jeux de rôle, des espaces d'analyse des pratiques où ils pouvaient s'expérimenter dans le travail avec des interprètes professionnels. Et donc, les principaux résultats qu'on a pu tirer dans l'analyse des entretiens menés avant et après la formation, elles montrent qu'il y a eu effectivement un changement intéressant
dans les pratiques de ces 5 centres de soins. Donc, avant la formation, à travers l'analyse des entretiens, on avait remarqué que les professionnels exprimaient des besoins comme un besoin de transparence et de précision dans la traduction. Elles demandaient aux interprètes de rester neutres et ils exprimaient des inquiétudes hein, sur les contrôles de l'entretien. Les interprètes, de leur part, manifestaient de l'irritation face au manque de reconnaissance, des difficultés à gérer les attentes divergentes des professionnels. Certains demandaient des éclairages culturels, d'autres demandaient de la traduction mot à mot, d'autres demandaient des clarifications. Et les interprètes manifestaient ces besoins d'avoir un temps avant et après les consultations, donc ce qu'on appelle un moment de briefing et débriefing. Les patients, de leur part, montraient une confiance déjà établie avec les soignants parce que malgré l'absence de l'interprétariat, c'est vrai qu'il y avait une relation de soins qui avait commencé. Certains, elles étaient commencées depuis des années, d'autres, elles avaient commencé des suivis de quelques mois. Et les patients exprimaient aussi un sentiment de sécurité lié à la présence de l'interprète. Donc, sur des suivis qui ont duré, je vous répète, 18 mois, à moitié de ces parcours-là, on a formé les professionnels à travailler avec les interprètes tout en pouvant reprendre hein, tous les enjeux qui étaient soulevés à partir du moment où la présence de l'interprète avait été rendue possible grâce au financement de la recherche. Et donc, après la formation, nous avons pu remarquer que, de manière générale, il y avait une meilleure collaboration entre interprètes et soignants. Et donc, les professionnels avaient, disons, appris à travailler véritablement en équipe avec l'interprète, dépassant la simple relation duel hein, pour construire une véritable alliance de travail à trois, au moins à trois. On a pu remarquer qu'une confiance accrue, hein, elle commençait à se construire hein, entre les acteurs, entre les protagonistes. Donc, les craintes initiales qu'on avait analysées à travers les entretiens avaient laissé place à une confiance mutuelle. Et les professionnels reconnaissaient la compétence des interprètes de leur part, et les interprètes se sentaient plus légitimes hein, dans leur rôle. On avait remarqué un impact donc positif hein, sur la relation thérapeutique. Donc, contrairement aux appréhensions initiales, la présence d'un interprète, une fois, disons, intégrée, avait enrichi la relation thérapeutique plutôt que l'entravée. Et on avait remarqué donc une amélioration de l'implication des patients qui se sentaient mieux compris et plus en sécurité grâce à la présence de l'interprète. Et last but not least, on avait quand même remarqué une persistance de certains doutes hein, sur le contrôle de séance. Donc, malgré une certaine évolution des pratiques et des pensées, ces constats, je trouve que il est quand même important hein, à souligner car il montre que la transformation des pratiques ne va pas effacer hein, toutes les problématiques et tout, disons, les inquiétudes. Cette persistance des doutes nous rappelle que le travail avec un interprète implique hein, un véritable changement de paradigme dans la relation thérapeutique et c'est probablement un point qui mérite d'être davantage travaillé dans des formations futures. Donc, des données que je trouve très, très intéressantes ont montré que les changements observés se sont traduits par des modifications concrètes des pratiques institutionnelles. Et donc, par exemple, on a remarqué que l'ensemble des centres qui avaient participé à la formation avaient maintenu l'utilisation du service d'interprétariat.
Donc, ces mentions, je trouve que c'est particulièrement significatif car il montre que l'expérience avait réellement transformé les pratiques de façon durable. Et donc, même quand le financement dû à la recherche était interrompu, les 5 centres de soins ont trouvé les moyens pour continuer les suivis et donc la collaboration avec les interprètes professionnels. Donc, ces centres ont choisi de pérenniser cette pratique qui avait rendu possible grâce à la recherche, la considérant désormais comme un élément essentiel dans leur dispositif de soins. Et deuxième résultat, deuxième aussi constat qu'on avait pu remarquer, c'est que pour la moitié de centres de soins, donc 3 sur 5, l'utilisation du service d'interprétariat avait même doublé. Et à nouveau, donc, cette augmentation significative révèle un véritable changement de paradigme, hein. Les professionnels ayant expérimenté les bénéfices du travail avec un interprète, non seulement ont maintenu cette pratique, mais l'ont vraiment développée. Une autre hypothèse qu'on avait fait avec Stéphanie, c'est que cette augmentation suggérait aussi que probablement la présence des interprètes avait peut-être aidé à identifier des besoins qui étaient auparavant ignorés ou traités de manière inadéquate. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette augmentation et de cette continuation de collaboration entre les centres de soins et ISM? Ben, il y a sûrement plusieurs facteurs hein, qui peuvent expliquer euh, voilà, ces changements et ce sont des facteurs qui se renforcent mutuellement. Donc, je pense que tout d'abord, il y a la familiarisation hein, au travail avec l'interprète grâce à la formation. On a vraiment compris que les professionnels avaient besoin d'être accompagnés dans ce travail. Donc, au-delà des aspects théoriques, la formation avait fourni des outils vraiment pratiques, concrètes, expérientiels, qui avaient permis aux professionnels très simplement de se sentir un petit peu plus à l'aise avec ces nouveaux cadres de travail. Une autre considération qu'on peut faire, c'est que l'expérience d'une collaboration sur les terrains pendant 18 mois de manière continuative a effectivement permis hein, de dépasser le simple stade, disons, d'expérimentation pour ancrer de nouvelles habitudes. Voilà, et ça rejoint toute la considération que dans la santé mentale, on fait souvent par rapport à l'importance d'essayer, quand possible, de maintenir hein, la même interprète dans la durée, dans le suivi clinique et psychosocial. Euh, un autre facteur, c'était sûrement la disparition progressive hein, de la méfiance initiale envers les interprètes. Alors, à travers cette expérience concrète, les professionnels ont pu constater hein, que leur crainte initiale était infondée et qu'elle parlait aussi d'une certaine ignorance de la part des professionnels par rapport à qu'est-ce que ça veut dire interpréter, qu'est-ce que ça veut dire traduire, qu'est-ce que c'est ce métier. Et enfin, et donc une plus grande disposition des professionnels à accueillir hein, des patients non francophones. Et je trouve que ça, c'est peut-être le changement le plus significatif. Les professionnels se sont sentis capables et plus légitimes d'accueillir ces patients plutôt que de les orienter systématiquement vers des structures spécialisées, Centre Minkoska, Centre Babel beaucoup, euh, et beaucoup d'autres. Donc, pour terminer ma présentation, donc, c'est que la recherche-action hein, a permis donc une transformation du cadre, une vraie évolution hein, des pratiques professionnelles, une meilleure reconnaissance du rôle de l'interprète et donc l'émergence d'un véritable travail d'équipe. Donc, euh, si les professionnels avaient toujours la tendance, disons, à pointer le doigt
autour le manque de formation des interprètes. On a compris, ils ont compris hein, que c'était une posture qui masquait souvent leur propre résistance au changement. Et je trouve que la recherche-action hein, pour ce type d'intervention, pour ce type de réflexion, est un outil vraiment, vraiment pertinente au vu de certaines caractéristiques hein, qui la caractérise. Donc, vous voyez l'union entre la théorie et la pratique, la démocratisation aussi de la recherche, hein, qui va impliquer directement tous les acteurs concernés, et enfin le développement, l'amélioration des pratiques des terrains. Donc, euh, il me semble que une des leçons principales qu'on peut extraire de cette recherche-action, c'est que les changements nécessitent d'être accompagnés. Il ne suffit pas de recommander les bonnes pratiques, les recours à l'interprétariat ou de fournir des guides techniques, mais les professionnels de soins nous ont souligné l'importance d'un véritable accompagnement au changement, qui nécessite donc des éléments comme une formation approfondie. Alors, au-delà d'une simple sensibilisation, il s'agirait vraiment de proposer des formations expérientielles de base à tous les professionnels de santé à travailler avec des interprètes professionnels afin de pouvoir vraiment les mettre dans la condition de s'approprier hein, de cette nouvelle modalité de travail, un soutien dans la durée. Donc, la transformation des pratiques ne peut pas se faire sur une formation ponctuelle, mais elle nécessite un accompagnement continu hein, qui permet de faire face aux difficultés rencontrées et de les ajuster petit à petit, cas par cas. Favoriser la présence des espaces de réflexion sur les pratiques, alors vraiment l'importance de créer des temps d'échange et d'analyse où les professionnels peuvent partager leurs expériences, leurs doutes et leurs réussites euh, individuellement et collectivement, et favoriser même la transformation hein, d'un cadre institutionnel qui doivent bien évidemment être souple et adapté hein, au travail avec l'interprète. Donc, prévoyant les moyens nécessaires au niveau du temps, au niveau de l'organisation des consultations, au niveau du budget, tout en reconnaissant l'importance de cette approche dans le soin. Et j'ai conclu donc avec cette belle phrase d'Eugène Minkowski, donc euh, voilà, cette phrase qui dit donc l'homme est fait pour rechercher l'humain. Je trouve que ça résonne particulièrement avec le parcours des professionnels qui ont participé à cette recherche-action, car à travers cette expérience, ils ont découvert que l'interprétariat professionnel ne diminuait pas leur capacité à rechercher l'humain, mais au contraire, il l'enrichissait. Je m'arrête ici et merci.